Électron Libre, une émission proposée par Claude Farc, émission qui se propose de répondre à la question: est-ce que l'activité humaine a changé le fonctionnement de la vie sur Terre? Deuxième partie sur la souveraineté alimentaire, qualité, quantité, et puis même peut-être armes stratégiques. Paul-Marie. Bien, aujourd'hui, donc, nous avons comme notre invité, le même invité que la semaine dernière, donc Dominique Marmier qui est présent donc avec nous, avec Jean-Yves et puis Jean-Paul, donc les acolytes habitués. J'ai bien dit acolytes, hein, j'ai pas mis de L. Bien, donc le sujet, à partir du rapport émis par le Conseil économique et social, dont Monsieur Marmier, vous êtes l'un des membres, Conseil économique national, donc à Paris, vous avez produit un rapport et vous avez été un des deux rapporteurs. Je crois que l'autre rapporteur est un agriculteur aussi, parce que vous étiez agriculteur, vous. Donc, sur la problématique de la précarité alimentaire. Vous pouvez simplement rappeler le titre du rapport? On n'a pas cité. Le titre du rapport, c'est permettre à tous d'accéder à une alimentation de qualité et en quantité suffisante. Voilà, d'accord. Bien, donc nous avons au cours de la première émission donc abordé quelques définitions et nous avons, j'allais dire, quasiment débattu sur nos réactions par rapport à ce problème extrêmement grave pour la population, et pas seulement la population française, quand bien même vous avez travaillé essentiellement sur la population française. Donc le rapport que vous avez proposé, après donc ces définitions que vous pouvez rappeler s'il vous plaît, donc la notion de sécurité, d'autonomie et de précarité alimentaire, fait pas mal de propositions, de préconisations, je crois que c'est le terme qu'on utilise dans les rapports. Est-ce que vous pouvez rappeler déjà, en quelques mots seulement, les définitions de ces trois mots, sécurité, autonomie et précarité alimentaire, avec le qualificatif alimentaire? Ouais, on parle souvent de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire qui peut des fois laisser planer un doute chez nos concitoyens. Alors la sécurité alimentaire, c'est vraiment propre à chacun dans un État, dans un pays, homme, femme, enfant, de pouvoir accéder, il a le droit d'accéder à une alimentation de qualité et en quantité suffisante. C'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Son budget doit lui permettre d'accéder à cette alimentation de qualité en quantité suffisante. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, là c'est une notion qui est plus politique, qui appartient donc à un État ou un groupement d'États, si on veut comparer la France avec l'Europe par exemple. Un groupe social quoi. Ou un groupe social, ça appartient d'avoir une stratégie, une vision politique et de mettre en place des politiques qui lui permettent à cet État de garantir à ses citoyens, à ses habitants, d'avoir accès justement à une alimentation de qualité en quantité suffisante, sans pour autant mettre à mal les populations du pays à côté. Voilà. Et puis assurer aussi, bien sûr, des filières agricoles, garantir des filières agricoles qui soient en capacité de produire. Ce qui est malheureusement une difficulté dans notre pays, parce qu'on s'aperçoit qu'en France, dans notre pays, 40% de notre alimentation est importée, ce qui peut mettre à mal notre souveraineté alimentaire. Et si je prends la filière des fruits et des légumes, c'est quasiment 60% des légumes et des fruits que nous consommons qui sont importés. Donc qui met à mal la souveraineté alimentaire de notre pays pour différentes raisons. Est-ce que les produits qui viennent d'ailleurs sont bons, sont sécurisés au niveau qualité? Et puis on est fragile quand on n'est pas capable, notre pays, nous-mêmes, de satisfaire donc l'alimentation. Oui, simplement à titre d'exemple, dans le rapport du CCFD Terre Solidaire, ils prennent l'exemple des tomates en France, qui était extrêmement intéressant. Moi, quand j'étais jeune étudiant, on rigolait en disant un jour il y aura un camion espagnol qui livre des tomates en Hollande, qui va rentrer dans un camion hollandais qui va livrer des tomates comme en Espagne. Donc on trouvait ça relativement rigolo, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est pire, c'est qu'en France, on exporte je ne sais plus combien de millions de tonnes de tomates et on en importe presque autant. Donc on s'aperçoit que même s'il y a beaucoup de variétés de tomates sur le marché maintenant, on marche sur la tête, quoi. Hein. Bien, donc on va aborder le sujet, donc c'est l'objet d'un rapport, c'est de faire des préconisations, c'est de faire un constat, mais aussi de faire partager ce constat, bien évidemment, mais aussi de faire des préconisations, et ces préconisations, vous nous l'avez expliqué lors de la première émission, elles ont pour objectif d'alimenter le débat dans le monde des institutions politiques notamment. Quoi. C'est ça. Donc c'est les préconisations qu'on a voulu très concrètes avec mon co-rapporteur qui s'appelle Jean-Louis Joseph, qui est un producteur d'ailleurs d'huile d'olive et puis de vin dans le sud de Luberon. Voilà. C'est ça. Et puis qui a été responsable du parc régional du Luberon et qui a été président d'ailleurs de la Fédération nationale des parcs régionaux. Voilà, des parcs régionaux, oui. Des parcs régionaux. Oui. Donc pour en revenir aux préconisations, on les a structurées en 4 grands axes.
Et puis le premier axe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin ce que j'ai dit à une émission précédente, c'est qu'on voulait faire de l'alimentation une grande cause nationale. Ça nous paraît capital parce que malheureusement, l'alimentation, c'est pas un produit lambda, c'est l'alimentation, il y a tellement d'enjeux derrière environnementaux et puis sur la santé de chacun que c'est capital de faire une grande cause nationale. Et le problème dans notre pays aussi, c'est que l'alimentation, ça dépend aussi bien du ministère de l'Agriculture que du ministère de l'Environnement, que du ministère de la Santé. Donc on travaille chacun dans son silo. Il existe pas mal d'organisations qui travaillent sur l'alimentation. Je pense au CNA, qui est le Conseil national de l'alimentation. Il y a la SNAN, qui est la Stratégie nationale de l'alimentation. Il y a le PNNS de son côté. Donc ce qu'on veut, c'est le Plan national nutrition santé. Il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas de passerelle. Chacun travaille de son côté. Donc on voudrait qu'il y ait une gouvernance interministérielle qui coordonne justement toutes ces institutions pour qu'il y ait une cohérence entre chaque. Voilà. Donc ce serait pour une meilleure efficacité. Donc c'est une des préconisations. Peut-être qu'on subit, entre guillemets, si vous voulez, les perceptions des grandes orientations politiques des partis gouvernementaux, dans la mesure où à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, les compétences des ministères changent. Il y a des nouveaux ministères qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, des ministères qui deviennent des ministres qui sont ministres d'État, puis après qui deviennent sous-secrétaire d'État. Enfin, ça n'existe pas en France, mais presque, quoi. Donc on a aussi ça, c'est bien révélateur d'un fonctionnement institutionnel de notre République. Je ne parle pas de dysfonctionnement, mais il y a un manque de cohérence complet, et puis avec des coûts qui sont là, et puis on ne profite pas chacun des compétences de tous. Donc c'est vraiment mettre en cohérence ça pour une meilleure synergie et puis une bien meilleure efficacité. Ça, c'est au niveau national, mais au niveau territorial, c'est justement s'appuyer sur les PAT, donc les plans alimentaires territoriaux, parce qu'il est nécessaire, à nos yeux, de relocaliser la production agricole, qu'elle fasse face elle-même au niveau des territoires à la consommation, à la demande. Donc ça, qui mieux que les PAT, les plans alimentaires territoriaux, pour l'organiser, mettre autour de la table les producteurs, bien sûr les politiques, les associations, les demandeurs, enfin mettre tous les acteurs économiques et sociaux autour de la table pour définir les besoins du territoire et puis mettre en phase, en cohérence, la production avec la consommation. Ça permettrait de reterritorialiser la politique agricole. Voilà, donc on pourrait aussi en discuter plus longtemps, mais c'est vraiment au niveau national une gouvernance interministérielle pour mettre en cohérence tous ces différents échelons politiques, et puis au niveau local, donc s'appuyer sur les PAT. C'est le premier axe qui paraît... Quel lien on peut faire entre cette approche, comme je dirais, nationale et régionale et locale, territoriale, parce que le terme territorial est essentiel. La définition d'un territoire, c'est quelque chose de déjà assez compliqué. C'est pas les subdivisions administratives qui le permettent, donc ce qui va créer des difficultés. Mais enfin bon, entre le fait que, par exemple, les capacités de production sur un territoire déterminé de tel type de produit ne correspondent pas aux habitudes alimentaires actuelles. Il y a aussi ce volet-là, quoi. C'est-à-dire que les fraises dans le Nord-Pas-de-Calais, on ne va pas les trouver au même moment qu'on les trouve à Carpentras. Non, mais c'est sûr. Et puis ce sera pareil pour les citrons, et puis même les oranges, où là, ça viendra forcément d'un autre pays. Oui, actuellement, les citrons, ils viennent d'Afrique du Sud. Voilà. Et puis pareil pour les bananes, on n'empêchera pas nos concitoyens de consommer des bananes, même si on sait que sur notre territoire, on ne va pas pouvoir produire des bananes. Mais on a des territoires d'outre-mer ou d'autres pays où on peut apporter des bananes. Donc il y aura toujours quand même des transports commerciaux, des échanges commerciaux. Ça veut donc pas dire qu'un plan d'approvisionnement, enfin d'alimentation territoriale va créer une autonomie totale sur un territoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. C'est pas l'objectif. Mais par contre, on a fait l'inverse ces dernières années, de spécialiser les régions agricoles. On s'aperçoit qu'il y a des immenses régions qui sont devenues purement céréalières, où l'élevage a totalement disparu. D'autres régions, c'est l'inverse, avec tous les problèmes environnementaux que ça peut causer. Donc c'est retrouver un équilibre et une cohésion entre la consommation et la production agricole. Bien, Jean-Paul Grosbois, vous avez une ou bien j'avais un exemple. Tu approches du micro, s'il te plaît. J'avais un exemple justement avec l'élevage des porcs en Bretagne, et les inconvénients qu'on rencontre. Et il n'y a toujours pas de solution. Et on les connaît, on sait, et on augmente encore la quantité de porc. Il y a la quantité de quelque chose d'absurde. Il y a quelque chose d'absurde là derrière.
je ne sais pas qui pourrait mettre... c'est un peu les écuries d'Augias, quoi. Il faudrait trouver quelqu'un qui nous récupère tout ça. On a transféré le problème, enfin, on a recopié le problème en faisant la même chose en Pologne. Hein. Oui, mais c'est comme les monocultures, qu'elles soient de végétaux traditionnels ou de forêt, Jean-Paul pourrait en parler. C'est partout où on sait qu'on fait une erreur, on la maintient. C'est ce qui me paraît, moi, le plus déconcertant. Homo sapiens, vraiment le Homo sapiens n'a pas sa place, quoi. Avant de donner la parole à Jean-Paul Grosbois, ce qui me revient à l'esprit, c'est une publicité qui n'a rien à voir avec l'alimentation, que j'ai vue sur la chaîne territoriale catalane, parce qu'à l'époque j'étais très très souvent donc, en Catalogne, une publicité pour sensibiliser sur les risques d'accident de la route. Cette publicité était extrêmement simple. C'était une voiture qui était vide, qui rentrait dans un mur et qui était filmée en vitesse très très lente. Et l'inertie faisait qu'il y avait un rebond en arrière, et après, elle disait l'homme est la seule à donner 2 coups de tête dans le mur. Oui. C'était aussi simple que ça. Et donc effectivement, on a fait des bêtises énormes, on sait qu'on a fait une bêtise, mais on continue. On continue, on augmente. Jean-Paul Grosbois, monoculture, je sais pas. C'était pour revenir sur l'idée de ces grands territoires dédiés à des cultures spécifiques. Oui. C'est une tendance, j'allais dire, du néolibéralisme, puisque l'Italie, l'Espagne dédiées à des productions d'agrumes avec des conditions de travail et de production qui sont moindres, c'est une tendance, mais c'est aussi une tendance, et je regrette de dire du mal de l'Europe là-dessus, qui a été largement encouragée par l'Europe dès les années 50. Oui, au début. Toujours dans l'esprit des plans d'action dans l'échelle territoriale, est-ce que l'on peut parler aussi du circuit court? Parce que dans les faits, on a l'impression que cette idée-là, elle induit bien la notion de circuit court. Oui, les circuits courts, c'est intéressant. D'ailleurs, pendant notre étude là, sur la vie, qui a duré quand même des travaux qui ont duré 1 an, on a eu un déplacement, puis notamment un déplacement dans la région de Reims. Et puis là, je vais prendre l'exemple de la précarité alimentaire, c'est-à-dire que pour faire face à la précarité alimentaire, j'ai dit tout à l'heure que différentes associations ont beaucoup de mal à répondre à la demande qui malheureusement explose dans notre pays. Et puis ce qui fait qu'il y a en fait beaucoup d'initiatives qui sont prises sur le territoire pour répondre à cette demande alimentaire. Je pense aux épiceries solidaires, je pense à la banque alimentaire, le Manuel Secours populaire, les Restos du Cœur. Mais il y en a d'autres aussi. Ça fusionne en fait d'initiatives qui sont toutes plus ou moins intéressantes, toutes qui connaissent plus ou moins le succès. Donc on a une préconisation qui dit qu'on on propose d'organiser des assises nationales, mais au niveau territorial, pour recenser quand même toutes ces différentes initiatives, et puis après repérer celles qui fonctionnent bien, celles qui fonctionnent moins bien, essayer de modéliser un modèle économique de manière à couvrir sur l'ensemble du territoire des propositions d'aide alimentaire sur l'ensemble du territoire. Parce que malheureusement, les territoires sont bien couverts, d'autres moins bien. Et malheureusement, parce que là, on est à Besançon, c'est une zone plutôt rurale, département rural. Malheureusement, dans les zones rurales reculées, il n'y a aucune offre d'aide alimentaire pour les personnes qui sont en situation de précarité. Et malheureusement, il y a des personnes en situation de précarité alimentaire aussi dans les zones très rurales. Oui, c'est voilà, ça. donc c'est un exemple, je veux dire, ces assises nationales qui nous paraissent importants pour recenser tout ça et puis mettre en place des systèmes pour répondre à cette demande. Autrefois, les fermes étaient autosuffisantes. On avait les poules, on avait les cochons, on avait un peu tout sur place. On avait le foin pour les chevaux, donc pour l'énergie. Voilà, c'est ça. On a jusque-là aussi, tout à fait. Oui, simplement, dans les milieux ruraux relativement isolés, on imagine effectivement la difficulté d'une famille ou d'une personne qui est à 15 ou 20 km du bourg, où il y a le point d'accueil pour se faire aider, mais comment y aller? Voilà, on voit qu'il y a aussi des problèmes. Il y a le problème de mobilité, il y a le problème d'habitat, il y a beaucoup de problèmes qui sont spécifiques au milieu rural. Donc on n'a peut-être pas le temps d'évoquer là aujourd'hui, mais effectivement, c'est une problématique qui est là quand même. Oui. On va faire une pause musicale avant de partir sur les autres préconisations, peut-être plus pragmatiques, si je puis dire. Avec Gold, plus près des étoiles. Plus près des étoiles. Les mains tendues vers le ciel.
RCF en Franche-Comté, à Besançon, sur le 87.6. Voilà, c'est toujours l'émission Électron Libre, émission proposée par Claude Farc, c'est toujours sur la souveraineté alimentaire. Est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde? Et puis on pourrait même parler des fois qu'il y a des questions de bagarre presque. De bagarre, presque, oui, effectivement. Donc, on va poursuivre sur les préconisations faites dans le rapport du Conseil économique, social et environnemental. Le E a été rajouté, je ne sais plus en quelle année, mais il y a déjà quand même quelques années. Et donc, on a abordé la problématique des plans d'action à l'échelle territoriale. On a parlé des circuits courts aussi. On a parlé des conséquences de la présentation que vous avez pu faire dans la région sud. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle s'appelle plus Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la région sud. C'est Camus qui disait que mal nommer les choses, c'était ajouter de la misère au monde. Donc voilà. Bon, je pense pas qu'on va ajouter de la misère aux habitants de la région sud en disant qu'ils sont toujours PACA. Hein. Bien, au niveau des propositions, vous faites des préconisations, de renforcer des outils qui sont déjà existants. Et je pense notamment, par exemple, au Nutri-Score, qui pourtant, je me souviens bien, a été déjà pas mal contesté quand même, cet outil-là, ou alors faut-il l'améliorer? Oui, donc c'est le deuxième axe là, de notre avis qui porte sur la qualité nutritionnelle et puis sur le lien entre l'alimentation puis la santé de l'alimentation. Et puis là, il y a un sujet qui est le Nutri-Score. Et puis comme vous l'avez très bien dit, le Nutri-Score a été fortement décrié, il a été mis à mal. Ça fait pourtant longtemps ça fait déjà quelques années quand même qu'on essaie de le mettre en place et puis de le mettre en place d'une manière pérenne. Malheureusement, ça repose toujours que sur du volontariat. Donc, certaines industries agroalimentaires sont d'accord pour l'afficher, d'autres non. Donc, puis après, on s'aperçoit en plus qu'il était débattu au niveau européen il n'y a pas si longtemps. Ça a été retoqué, je crois que c'était il y a 7-8 mois par là. Donc, la Commission européenne a retoqué le fait de rendre obligatoire le Nutri-Score au niveau européen. Parce qu'il y a eu des lobbyistes Il y a eu des lobbyistes, notamment de l'Italie, avec un grand groupe de l'agroalimentaire italien qui a fait une forte pression justement auprès de l'Italie pour que cette dernière ne vote pas. Donc, ce qui fait que notre grand désarroi... C'est de la pâte à tartiner. Oui, c'est la pâte à tartiner. Voilà. Donc, on s'aperçoit quand même que le lobbying, ça marche pas mal au niveau européen, mais malgré... Voilà, ça a été retoqué. Bon, pour autant... Nous, on persiste à dire que le Nutri-Score, c'est un très bon dispositif qui mérite d'être renforcé. Sans doute qu'il doit être amélioré dans le temps. Effectivement, il y a toujours à l'améliorer. D'ailleurs, il y a un comité scientifique qui travaille dessus. Il a été amélioré, puis il a été modifié dernièrement. Et surtout, on s'aperçoit que ces dernières années, il donne des résultats. Parce que le miel, est-ce que c'est le Nutri-Score CG ou le beurre, c'est gras? Il y a un petit problème là-dedans. Non, c'est pas un problème. C'est un... Il faut raisonner. Le miel, c'est du sucre. Oui. Il y a que 18% d'eau dans le miel. Donc, c'est un produit qui est très mal noté. Oui, c'est ça. Malgré c'est ce que qu'il soit naturel. Mal noté, mais ça ne veut rien dire. La mauvaise note, ça attire simplement l'attention sur le fait que abuser de ce produit cause présente un risque. C'est ce que je voulais préciser. C'est-à-dire qu'en aucun cas, le Nutri-Score dit qu'il ne faut pas consommer le produit en question. C'est pas du tout une interdiction de consommer le produit. C'est malheureusement, on dit non. C'est malheureusement ce que comprennent peut-être la plupart de nos concitoyens, bien que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça évolue, parce que de plus en plus comprennent le sujet. Il faut bien sûr continuer à communiquer là-dessus, mais en aucun cas ça veut dire qu'il ne faut pas consommer. Ça veut dire qu'effectivement, comme ça a été dit tout de suite, il y a une petite sonnette d'alarme qui dit attention, ce produit, il est trop gras, ou il est trop salé, ou il est trop sucré, voilà. Etc. Donc attention d'en consommer modérément, comme c'est le cas sur l'alcool, sur chaque bouteille. Attention à consommer avec modération, etc. Donc c'est pas une interdiction, mais c'est une indication qui paraît quand même indispensable, qui est visuelle, qui est facile à lire. Il n'y a pas besoin d'être bac plus 5 pour comprendre que quand c'est rouge, c'est moins bon que quand c'est vert, etc. Et qu'il ne faut pas en abuser. Voilà, qu'il faut pas abuser du produit. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que non seulement de plus en plus de consommateurs porte une attention quand même assez intéressante au Nutri-Score, ça commence à monter en puissance, et puis surtout, et c'est ça que c'est intéressant, c'est que les industriels de l'agroalimentaire commencent maintenant à dire, on a intérêt, même au niveau commercial, peut-être de faire des efforts au niveau de la composition de nos produits, pour être capable d'afficher quand même des bonnes couleurs sur nos produits. C'est l'objectif. Voilà. Oui, mais des fois, l'objectif de la santé, c'est peut-être pas leur premier objectif, c'est surtout l'intérêt économique, mais même au niveau intérêt économique, ils se disent, parce que justement, ça donne des résultats. Et puis je pense à ces Gerblé, pour ne pas le citer,
qui fait des céréales, qui fait des produits, eh ben, eux, déjà, ont des objectifs de diminuer la quantité de sucre dans leurs produits, etc. Et parce que non seulement il y a un intérêt sur la santé des consommateurs, mais il y a même des intérêts économiques. Oui, Du fait que les consommateurs attachent de l'importance au Nutri-Score. Donc, le Nutri-Score, c'est un outil que nous, on dit, non, qui est très important. Il faut continuer dans ce sens-là, et puis il faut attacher de l'importance. Mais à écouter les échanges qu'on vient d'avoir ici dans ce studio, ça nécessite aussi peut-être un travail pédagogique pour bien préciser le Nutri-Score. C'est avec le petit signal en question, il peut être vraiment extrêmement intéressant, extrêmement puissant par rapport aux objectifs, mais à condition qu'il soit connu, bien utilisé. Quoi. D'où l'importance, comme j'ai évoqué tout à l'heure, de l'importance de la formation et du cursus, d'intégrer dans le cursus de formation dès le plus jeune âge le sujet de l'alimentation, où sera évoqué bien sûr le sujet du Nutri-Score. Oui, Jean-Paul. À propos du Nutri-Score, il y a quand même des choses qui passent à côté des radars. Dans la charcuterie, c'est pas le gras le plus problématique, c'est les nitrites. Oui, c'est un exemple ça, mais il y a beaucoup d'évolutions. Il y a aussi des éléments. Moi, l'autre jour, je me suis non pas accroché, mais avec un vendeur dans un supermarché en charcuterie qui me dit, mais le jambon en question, il vient d'une fabrication de champagnol. Et puis il retourne son jambon, et puis la marque comment CE, c'était 12. Etc. Et les numéros, donc il venait 12, c'est pas l'Aveyron, ça doit être, je sais pas, quelque part dans le sud-ouest. Quoi. Donc effectivement, on sait très bien qu'à certains moments, un fournisseur de jambon, s'il est un peu à court, il va chez un collègue, il les achète et puis il livre ses jambons. Quoi. Donc il y a aussi ça. Voilà. Jean-Paul Bourbois. Est-ce que je peux nous ramener au cœur du débat? Oui. Bon, à propos territorial, j'ai envie de vous demander, c'est quoi le territoire, par exemple, que vous imaginez d'organiser en Franche-Comté? Et sur le volet pédagogique, sur l'alimentation, la façon de se nourrir, comment vous imagineriez, dans vos préconisations, qu'est-ce que vous mettriez en place en premier et où, j'ai envie de dire? Parce que là, on en revient au sujet donc, de ce que j'ai dit tout à l'heure, d'organiser l'alimentation au niveau des PAT, donc des plans alimentaires territoriaux. Là, il faut savoir que le PAT, il aura un rôle à jouer principalement sur la restauration collective. Parce que dans notre pays, je ne l'ai pas évoqué, mais dans notre avis, on en parle aussi beaucoup, c'est que les modes de consommation ont évolué et on s'aperçoit que maintenant, il y a 40% quasiment des repas qui sont pris en restauration collective. Donc, ils modifient quand même beaucoup les réseaux de distribution de l'alimentation. Puis donc cette restauration collective, elle peut appartenir, effectivement, ça peut être défini dans le cadre d'une politique territoriale au niveau des PAT. Alors la dimension du PAT, nous on dit on ne donne pas de définition parce que ça appartiendra justement au territoire piloté par le président ou la présidente de région et le préfet ou la préfète de définir les territoires les plus opportuns. Nous on pense que c'est quand même le minimum c'est l'intercommunalité. Voilà, ce serait un PAT qui serait au niveau intercommunal, mais après, on n'est pas allé à définir, parce qu'on ne peut pas le définir, ça dépend des bassins géographiques, ça dépend de chaque territoire, justement, et c'est là qu'il faut laisser la liberté et la démocratie s'exercer sur les territoires pour définir eux-mêmes. Nous, ce qu'on simplement on a dit, c'est le minimum, c'est quand même l'échelon intercommunal. Je confirme que votre approche est pertinente, parce que moi j'ai travaillé sur la problématique de l'approvisionnement autonome en énergie des territoires. Chercher la définition la plus appropriée du territoire, on y a passé plusieurs mois, et à plusieurs, et puis on n'a pas arrivé à donner une définition exacte. Effectivement, c'est sur le terrain qu'on voit les choses. Quoi. Je voulais... Le volet pédagogique. Qu'est-ce que vous mettriez en place en premier? C'est pareil, ça. Pour l'instant, il y a les PAT. Bon, je pense que tout le monde, enfin, je ne sais pas si tout le monde connaît bien le PAT. Il y a le plan alimentaire territorial. Il y a des plans alimentaires territoriaux de niveau 1 et il y en a d'autres qui sont de niveau 2. Et puis après, ça dépend comme chaque territoire a envie de s'impliquer ou non et quelle place il a envie à donner aux plans alimentaires territoriaux. Pour l'instant, ils ne sont pas assez exploités. Ils ne couvrent pas l'ensemble du territoire français, malheureusement. Et là, après, donc déjà, le premier objectif, c'est de couvrir l'ensemble du territoire par les PAT. Deuxième objectif, c'est qu'ils passent de niveau 1 au niveau 2, c'est-à-dire un niveau qui soit plus performant, plus efficient, plus d'efficacité. Et puis après, il y aura le sujet communication à l'intérieur de ces plans alimentaires qui va passer du consommateur au producteur. C'est pour ça qu'autour de la table de ces plans alimentaires, on appelle à ce qu'il y ait un maximum d'acteurs. Donc que ce soit l'artisanat, que ce soit l'industrie agroalimentaire du territoire, que ce soit bien sûr les politiques, mais que ce soit aussi les représentants des consommateurs, les représentants des producteurs, des associations, etc. pour qu'il y ait une vision complète, quand même le plus large possible, de ce que peut représenter une politique territoriale de l'alimentation. Alors, je profite que vous êtes là, puis on arrive
arrive bientôt au terme de cette émission parce qu'il y a une question quand même qui me taraude, c'est que dans le rapport que vous avez présenté, toutes les préconisations n'ont pas été adoptées. Lesquelles, à votre avis, essentielles et pourquoi? Disons que le Alors rapport... là, c'est un sujet énorme aussi, je sais, hein, disons que le rapport dans son ensemble a été adopté. Mais je dois dire qu'il y a un groupe qui n'a pas voté le rapport, qui est le groupe des entreprises. Voilà, parce qu'il y a une préconisation qui parlait de l'amélioration de la qualité nutritionnelle des plats transformés et ultra transformés, qui dépend directement de l'agroalimentaire. Et il y a une communauté de scientifiques, de 1600, qui ont signé une tribune dernièrement, il y a peut-être un an, pour dire l'importance d'améliorer la qualité nutritionnelle de ces plats ultra transformés, notamment trop gras, trop salés, trop sucrés, mais pas que. Il y a plein d'additifs différents, d'exhausteurs de goût, etc. etc. Artificialisation. Voilà. Donc nous, on dit il faut que ces communautés scientifiques se rentrent en rapport avec l'industrie agroalimentaire, qu'ensemble ils discutent d'objectifs qui sont atteignables en matière de qualité, c'est-à-dire ce qu'on peut atteindre dans tous les produits que je viens de citer, qui ensemble, je dis bien, fixent un calendrier de faisabilité de ces nouveaux produits, et puis qu'à l'issue de ce calendrier, nous, ce qu'on préconise, c'est que l'industrie qui ne respecterait pas le cahier des charges qui, ensemble, ont même signé, soit pénalisée par une taxation. Oui. Alors, quand on parle de taxation, les entreprises, ils ont, si vous permettez l'expression, sauté au plafond, et puis donc, ils ne sont absolument pas d'accord. Donc là, à cause de ces préconisations, ils se sont abstenus lors de la présentation en séance plénière. Présentation du rapport en tant que tel. Bien, voici, on arrive au terme de cette émission. Moi, je trouve qu'effectivement, on a semble-t-il, je peux avancer sur 2 points. Une meilleure compréhension de cette problématique de l'alimentation et de la précarité alimentaire, parce que c'était un sujet qui me tient à cœur, d'une part, puis d'autre part aussi, de faire valoir l'existence de ce Conseil économique et social, de l'importance des travaux qu'il produit. Moi, j'insiste, allez sur le site du CESE, lisez les rapports qui sont produits sur des domaines. Il y aura toujours systématiquement une page, un domaine qui vous intéresse, qui vous concerne. Voilà. Merci, Monsieur Marmier, merci à tous.